Je vais dénoter un petit peu par rapport à l'ensemble des choses qui ont été faites ici. On m'a demandé de venir vous rapporter un certain nombre de travaux qui ont été mis en place autour des questions de la gérontologie d'aujourd'hui et à la manière dont la France allait mettre en place ou pas une stratégie en matière de recherche et en matière d'enseignement dans le domaine de la gérontologie. On a vu ici des exposés extrêmement intéressants par les trois orateurs précédents. Je remarque qu'ils sont extrêmement quantitativistes et que pratiquement aucun article n'est en français. Ce que nous avons tenté de faire, c'est d'intégrer cette gérontologie qui est extrêmement importante. Il faut que les Français soient à l'international, Marie-Ève Joëlle en a reparlé, il faut que la France soit dans un débat mondial sur les grandes questions épidémiologiques, sur les grandes questions économiques, mais il y a aussi une sociologie moins quantitative et une sociologie et aussi une psychologie, une anthropologie et d'autres disciplines qui sont un peu moins centrées sur le quantitatif et un peu moins centrées aussi sur l'international. Donc la grande difficulté pour nous, c'est d'arriver à réunir, à scinder, à ne pas scinder et à fédérer l'ensemble de ces différents courants. Et notamment d'intégrer aussi la gérontologie sociale. C'est une gérontologie très ancrée dans la pratique, dans laquelle on va retrouver souvent les médecins, les infirmières, les personnels de première ligne, qui ont aussi progressivement, en ayant accès aux méthodes en sciences sociales, produit des connaissances extrêmement intéressantes à débattre. Alors, puisqu'on parle de quoi de neuf, on va parler d'événements qui ont été mis en place, notamment dans le cadre de la SFGG. Déclaration d'intérêt, j'en ai aucun, à part l'intérêt purement scientifique et intellectuel de travailler sur la question de l'avenir de cette recherche et de cette formation en France dans le domaine gérontologique. Pour revenir sur un temps fort et vous donner à voir comment nous sommes arrivés à tirer un certain nombre de conclusions dans différents groupes de travail autour de ces questions, eh bien la SFGG et le collège SHS, une fois n'est pas coutume, a fait l'actualité le 24 mars en réunissant 23 intervenants, plus de 180 participants, de domaines complètement différents, enseignement supérieur et grands organismes de recherche, Agence nationale de la recherche, les ministères, les organismes sociaux, les fondations, les professionnels, les associations, pour précisément faire un point sur l'état d'avancée des réflexions en présence de la ministre déléguée aux personnes âgées. L'idée et l'objectif ici, c'est de rassembler les travaux des différents groupes qui ont réfléchi aux questions d'enseignement et de la recherche au sein de la SFGG pour vous donner un petit avant-goût très subjectif de ce que ces groupes ont en tête et de ce à quoi ils ont conclu. Dans ces quatre groupes, on retrouve un certain nombre de figures connues sur le domaine de la recherche, Jean-Marie Robin, Michel Tuchman, l'enseignement supérieur, Marie-Christine Frimer, Marie-Christine Gély-Largeau, Marc Bertel, le financement, Marie-Ève Joëlle et Frédérico Parlemetti, et la recherche et les politiques publiques, Anne-Marie Guillemard et Dominique Somme. Donc une composition très interdisciplinaire qui se réunit depuis 2012 pour travailler sur ces questions-là. Je dois ici regretter, bien entendu, Geneviève Ruot, qui a été une des inspiratrices et un des bras armés de cette démarche. En son hommage, je pense que nous nous battrons tous pour faire un livre blanc qui soit à la hauteur de ses espérances. Qu'est-ce qu'on constate? En premier point, une absence en France de système d'information unifié pour la planification. Une faiblesse des répertoires de formation et une faiblesse dans la réactualisation pérenne par un organisme public indépendant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un questionnement sur la pérennisation du travail de recensement des chercheurs en SHS, un travail qui a été mis en place par la CNAV et notamment par Michel Tuchman. Le problème, donc, du coup, c'est que malgré les efforts de la Fondation nationale de gérontologie, malgré les efforts de l'ITEV ou de collègues comme Bellemin à Paris, il n'y a pas aujourd'hui de cartographie permettant d'avoir une visibilité et un dénombrement sur les formations existantes en France. Il y a des tentatives, mais il n'y a pas d'organisme public indépendant produisant cette visibilité. Au-delà de ces tentatives, la première question, c'est de savoir si
Pour gouverner, il faut prévoir, et pour prévoir, il faut dénombrer. Est-ce qu'il peut aujourd'hui en France y avoir une véritable stratégie sans assise sur une méthode recensant l'ensemble des formations en gérontologie, avec toute la complexité de la définition de ce que c'est que la gérontologie, des différentes disciplines qui doivent y figurer. Le deuxième point, c'est la question effectivement du recensement du nombre de chercheurs, de leur discipline, de leur sujet. Et sur ce point-là, eh bien, le travail qui a été animé par Michel Tuchman et Jean-Marie Robine est intéressant. On a commencé à analyser les résultats de ce répertoire, de ce recensement. Que constate-t-on pour le cas de la France? C'est que 22% des centres ont un effectif vieillissement supérieur à 6 chercheurs et qu'ils représentent presque 50% des effectifs totaux. Pour être vraiment très rapide, on note finalement qu'il y a deux ensembles. Un ensemble que l'on pourrait appeler un noyau dense, avec un nombre de chercheurs suffisant, pluridisciplinaires souvent, travaillant sur le vieillissement. Et puis une nébuleuse qui représente à peu près les 50 autres pourcents, plus de 69 unités, beaucoup moins saisissable. D'où eh bien, une réflexion sur la manière dont la recherche française pluridisciplinaire en gérontologie peut se mettre en marche, notamment par rapport aux enjeux européens de la recherche. Comment trouver des masses critiques? Comment expliquer que nous ayons en SHS, par rapport aux sciences dures, une faible représentation dans le leadership des grands projets européens, les PCRD et RAEG? Sur ce plan, Jean-Marie Robine pourrait en dire beaucoup plus que moi. Alors les perspectives. Est-ce que la France peut mettre en place des regroupements autour de masses critiques? Peut-on mettre en place des fédérations? Il y a des dynamiques. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un de la région Ouest, les maisons des sciences de l'homme en Bretagne, avec un certain nombre d'acteurs, tentent de mettre en place des regroupements interdisciplinaires dans lesquels médecins, éthiciens, philosophes, sociologues, économistes peuvent travailler sur des objets communs. Ça, c'est un chantier pour l'avenir. On l'a vu, le GDR est une des réponses. Il tente de mettre en place ces synergies, mais nous sommes encore assez loin de ce que font un certain nombre de pays européens. Et dans la perspective des Joint Programming Initiatives, de More Better Life, par exemple, et d'Horizon 2020, là aussi, il est important que la France prenne conscience que cette pluridisciplinarité est en devenir et qu'elle se pose quand même face à des problèmes importants de regroupement des forces. Deuxième point, toujours sur les systèmes d'information pour la veille, pour la diffusion de la recherche et de la formation. Nous déplorons une faible visibilité, une faible circulation de l'information dans la communauté scientifique et auprès des acteurs gérontologiques. D'où l'importance de mettre en place des cellules de veille, d'articulation entre les productions. Là aussi, il y a eu des réponses qui ont été tentées, au départ par la CNAV et puis aujourd'hui par le GDR, avec une lettre du GDR qui fait circuler les informations des différentes unités pluridisciplinaires travaillant sur les questions de vieillissement. C'est une réponse parmi d'autres. Autre point, c'est la question des bases documentaires et de leur actualisation. Depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire depuis 2 ans, la France ne dispose plus d'un système d'information sur la littérature en gérontologie, notamment en gérontologie sociale, avec la disparition de la FNG. Ce qui pose de nombreux problèmes, notamment dans les masters de gérontologie, qui travaillent sur des sujets aussi importants que la sortie de l'hôpital, la coordination des services, la maltraitance, et dans lesquels on voit des trésors d'inventivité à partir des préoccupations très pratiques des services de première ligne, des décideurs locaux émerger. Et il n'existe plus aujourd'hui de base de données permettant d'accéder à cette littérature grise qui pourtant, si elle est cumulative et si elle est comparative, peut amener à faire avancer les débats au quotidien dans la France qui gère tous les jours les questions gérontologiques. Mais au-delà de ça, les revues de littérature
dans les masters de Marseille, de Grenoble, de Strasbourg et bien d'autres encore, de Besançon, ne peuvent plus se faire parce que nous n'avons plus accès à des bases de données réactualisées. Donc sur ce point-là, il y a un problème dans la société de la connaissance d'adéquation entre les moyens dont la France dispose et ses ambitions en termes de formation et de recherche. Mais aussi, ça veut dire que nous avons devant nous la possibilité à terme de numériser ces données. L'idée, c'est aussi qu'il existe des solutions et que la France est aussi capable de produire un certain nombre, à partir de ces déficits, un certain nombre de réponses. Autre point, c'est la communauté scientifique et son positionnement par rapport aux acteurs gérontologiques et aux décideurs publics. Ce que l'on note, c'est une faiblesse des temps forts pour penser l'orientation et les programmations pluridisciplinaires de recherche sur le vieillissement en France. La STVG a son rôle, et je crois qu'un des grands défis de la STVG, précisément, c'est de devenir un des acteurs visibles dans la construction de la gérontologie moderne au niveau national. Alors, faut-il créer des assises de la recherche, comme ça a été le cas dans les années 80 ? Faut-il du coup mobiliser cette communauté scientifique qui s'ignore? Point d'interrogation, et nous soulevons cette question et nous manquerons pas de soulever cette question dans le cadre du rapport. L'autre point, c'est les faibles articulations des temps de rencontre entre la communauté de recherche, les acteurs gérontologiques, clairement, mais aussi les décideurs publics. Et nous avons regardé de l'autre côté de l'Atlantique, qui depuis plus de 50 ans a mis en place le WHCOA, puisque l'anglais est à l'honneur dans cette table ronde, le White House Conference on Aging. La conférence de la Maison-Blanche sur le vieillissement réunit à la fois les décideurs publics, mais aussi les médecins, les gériatres, les chercheurs en SHS, les associations de patients, les grands acteurs de la société civile et les médias pour polariser sur un certain nombre de priorités pour l'avenir de la société américaine et focaliser, fédérer les forces. Faut-il créer une conférence de l'Élysée, une conférence décennale de l'Élysée sur le vieillissement? C'est une question que nous allons également poser lorsque nous produirons le rapport au mois de mai, et je vous invite bien entendu tous à venir à ce grand moment où nous rendrons définitivement nos conclusions. Mais au-delà de ces grands événements, ce que nous constatons, c'est la multisegmentation. C'est-à-dire que la France est victime de très fortes stratifications avec des cloisonnements extrêmement hermétiques entre les communautés médicales et la communauté des SHS, entre les SHS et les décideurs publics. Deuxième point, le faible positionnement en amont de la décision publique des sciences humaines et sociales. C'est-à-dire que les sciences humaines et sociales sont souvent amenées au dernier moment, sans discuter des référentiels de politique publique. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de vieillissement actif en santé? Eh bien, ces questions-là sont posées en bout de course lorsque les processus décisionnels sont déjà lancés. Donc, la question, c'est comment intégrer les SHS en amont de la décision publique, dans la définition même des termes, puisqu'on sait que la définition des termes pèse aussi beaucoup sur les décisions en aval. L'autre point également, c'est la faible intégration dans les instances de consultation. Et les dernières décisions en matière de composition du Haut Comité de l'âge démontrent combien la communauté scientifique, et notamment la communauté scientifique gérontologique au sens très large du terme, n'est pas intégrée dans les mécanismes qui préparent la décision publique. On a aussi démontré qu'il y avait une importance des figures porteuses. De personnes, qui soient médecins, qui soient grands ténors des sciences humaines et sociales, qui vont, de par leur prestige, leur légitimité, convaincre les acteurs publics de rentrer dans une collaboration multidisciplinaire pour définir des programmes d'action publique. Et les KB, les knowledge brokers, ceux qui vont faire les intermédiaires pour convaincre que dans les programmes de recherche, par exemple, eh bien, on a aussi besoin d'intégrer d'égal à égal des médecins, des gens du domaine soignant et des psychologues, des sociologues, des ethnologues, des économistes, des juristes, des éthiciens. Nous avons en France une difficulté à produire de l'interdisciplinarité avec des relations d'égalité entre les différentes sciences. Il existe des exemples, et demain après-midi, nous aurons l'exemple de Prisma. Donc,
La France, au coup par coup, met en place des collaborations, s'inspire de modèles, notamment d'Amérique du Nord et du Québec, pour essayer, de manière expérimentale, d'aller sur une voie véritablement intégrée entre les disciplines. Ces difficultés existent, mais il existe aussi des solutions, et il existe aussi des exemples réussis, et je pense qu'il faut, dans ce pays où on est souvent très fataliste, montrer aussi qu'il existe un certain nombre de choses qui fonctionnent. Alors, pour arriver à rentrer dans une culture pluridisciplinaire, encore faut-il avoir des formations qui y préparent. Tout à l'heure, Dominique a montré comment l'effet formation avait, comment la formation avait un effet sur la pratique professionnelle, un effet bénéfique, un effet positif. Parce que la gérontologie, c'est l'intégration d'un individu, malade ou pas, âgé, dans un environnement. Et pour saisir la complexité de cet environnement, il faut comprendre ce que c'est qu'une famille, ce que sont les différents schémas familiaux, ce que sont les différents schémas politiques, ce que sont les différents schémas environnementaux au niveau géographique, au niveau des mobilités. Donc l'approche de la personne âgée renvoie à cette compréhension. Et la gérontologie, par essence, par définition, est une science de la complexité et une science de l'intégration des diversités disciplinaires. Donc comment mettre en place cette approche environnementale de l'humain, comment être exigeant en intégrant à la fois une approche compréhensive, certes, mais aussi une approche interrogative par rapport aux pratiques, donc en acceptant aussi de remettre en cause ces pratiques, ce à quoi nous invitait aussi Dominique tout à l'heure, et puis aussi une portée opérationnelle. La connaissance pour la connaissance, c'est bien, mais comment arriver aussi, en bout de course, à mobiliser ces connaissances pour améliorer le sort des individus et en l'occurrence des personnes âgées. Et la question, c'est les SHS, pour qui? Alors, le groupe a travaillé sur les questions relatives à l'enseignement en médecine avec le diplôme d'études spécialisées complémentaires, les évolutions des UE en SHS, les capacités de gérontologie, et à un moment important, à un moment où le Collège national des enseignements de la gériatrie va devoir se positionner. Les soins infirmiers sont aussi, bien entendu, concernés par l'enseignement des SHS et avec la question du socle de connaissances minimum dans les différentes professions. Que doit-on transmettre? Et au-delà, tous les personnels de première ligne, dans le soin, mais aussi dans le travail social et dans toutes les autres disciplines ou les autres corps de métier. Et puis les décideurs publics, les décideurs opérationnels, comme les directeurs d'EHPAD, et les décideurs politiques, les acteurs de la société civile, les personnes âgées elles-mêmes et les familles. Vous voyez, comme aurait dit le général de Gaulle, vaste programme. Conclusion donc, conclusion et ouverture, eh bien nous allons promouvoir le livre blanc à Paris en mai, lors d'une journée publique officielle où nous rendrons le rapport public. Et nous souhaitons également que ces débats puissent avoir lieu en province. La France est un pays très centraliste, centralisateur, mais il y a des trésors d'inventivité et aussi des enjeux tout à fait identiques à ceux qu'on a décelés, nous, au niveau central, dans les régions. Donc nous sommes ouverts, avec les sociétés régionales, à l'ouverture d'un débat avec les experts qui ont travaillé dans ces groupes, dans les différentes régions, qui le souhaiteront. Je crois que c'est important d'oxygéner cette réflexion. Merci pour votre attention.